Je m'appelle Margaret Helen Hargrove, j'avais 71 ans l'automne où mon mari est mort. Pendant 43 ans, Robert et moi avions vécu dans la même maison coloniale blanche sur Bearwood Lane à Asheville, en Caroline du Nord. Nous avons élevé 3 enfants dans cette maison. Daniel, notre aîné, qui est devenu avocat d'affaires à Charlotte. Suzanne, notre enfant du milieu, mariée à un homme nommé Greg Pollard, va vivant à 40 minutes de là, à Andersonville. Et notre plus jeune, Kevin, qui a dérivé de ville en ville pendant la majeure partie de sa trentaine avant de s'installer à Nashville avec une femme nommée Brandy, que personne d'entre nous n'appréciait particulièrement. Robert et moi avions des désaccords, comme tous les couples. Nous avons eu des années difficiles, des années confortables, mais nous avions l'un l'autre. Et pendant longtemps, cela a semblé suffire. Robert est mort un mardi matin de septembre, paisiblement, dans le service de cardiologie de l'hôpital Mission. Sa santé déclinait depuis 2 ans. D'abord le pontage coronarien, puis l'érosion lente de ses forces, puis les dernières semaines où il pouvait à peine lever un verre d'eau sans mon aide. Je lui ai tenu la main quand il est parti. J'ai conduit seul pour rentrer chez nous, ensuite je suis restée assise dans notre cuisine pendant 3 heures sans allumer de lumière. Lors des funérailles, mes 3 enfants étaient présents. Daniel a prononcé un court éloge funèbre. Suzanne a organisé la réception. Kevin est arrivé de Nashville avec Brandy, qui portait une robe que je trouvais trop voyante pour l'occasion, mais je n'en ai rien dit. Les gens ont apporté des plats. Il y avait des fleurs partout. Pendant quelques jours, la maison fut pleine de voix, puis plus rien. Le silence qui suivit était le genre de silence qui a un certain poids. Je m'attendais à ce que les appels diminuent après le premier mois. Le deuil ne suit le calendrier de personne d'autre que le vôtre, je comprenais que mes enfants avaient des emplois, leurs propres enfants, des vies qui continuaient, que je sois seul ou non. Ce à quoi je ne m'attendais pas, ce à quoi je n'étais pas préparé, c'était la totalité de leur disparition. En novembre, 2 mois après la mort de Robert, Daniel avait cessé de retourner mes appels dans la même journée. En décembre, le délai s'étirait à 3 ou 4 jours. Suzanne et Greg sont venus pour Thanksgiving, mais sont partis avant le dessert, invoquant l'emploi du temps de football de l'un de leurs fils. Kevin a appelé le soir de Noël, mais l'appel a duré 9 minutes. J'ai compté. Brandy parlait en arrière-plan tout le temps. Je me disais que c'était le deuil, le leur, déplacé dans l'affairement. Je me disais que c'était normal. Je trouvais des excuses pour chacun d'eux comme le font les mères, fabriquant des explications de toutes pièces parce que l'alternative, à savoir que mes enfants ne voulaient tout simplement pas être près de moi, était une chose trop immense à regarder en face. Puis vint Pâques. J'avais appelé Suzanne en mars pour lui demander si nous pouvions nous réunir chez elle. Rien de compliqué, juste la famille réunie pour un repas. Elle avait dit qu'elle vérifierait avec Greg me rappellerait. Elle ne m'a pas rappelé. J'ai rappelé la semaine précédant Pâques. Elle a répondu cette fois m'a dit, avec une politesse si fragile que je pouvais entendre l'effort derrière ses mots, qu'ils avaient déjà fait d'autres projets. Avec la famille de Greg, a-t-elle dit. J'ai posé des questions sur Daniel. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas ses projets. J'ai posé des questions sur Kevin. Un silence. Elle a dit que Kevin faisait probablement quelque chose à Nashville. J'ai passé le dimanche de Pâques seul, à manger un blanc de poulet que j'avais rôti pour moi seul, en regardant le magnolia du jardin perdre ses pétales sur la pelouse. Était-ce cela, le deuil? Était-ce ce que faisaient les familles lorsque la personne qui les unissait n'était plus là? Ou était-ce autre chose, quelque chose de plus délibéré, de plus calculé? Je commençais à remarquer des détails plus subtils après cela. La façon dont la voix de Daniel changeait lorsque je mentionnais le bureau de Robert, qui contenait encore des classeurs que je n'avais pas ouverts. La façon dont Suzanne m'avait demandé 2 fois déjà si j'avais pensé à l'avenir, ce par quoi elle semblait vouloir dire si j'avais pensé à vendre la maison. La façon dont Kevin, lors d'un de ses rares appels, avait demandé mine de rien si Robert avait laissé un testament, puis, quand j'avais répondu oui, était devenu très silencieux. J'avais été si consumé par le chagrin que je n'avais pas compris ce que j'observais. Ils n'attendaient pas que je guérisse, ni que j'ai besoin d'eux. Ils attendaient de découvrir ce que Robert avait laissé derrière lui, plus particulièrement, quelle part leur revenait. Les téléphones avaient cessé de sonner après les funérailles, je comprenais maintenant lentement, avec un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air de novembre, que le silence n'avait jamais été une question de chagrin. Je suis resté assise avec cette réalisation pendant 2 semaines avant de faire quoi que ce soit.
Ce n'est pas de la faiblesse. C'est ce que l'on ressent quand la chose que l'on craint le plus s'avère être vraie. On ne se jette pas dans l'action. On reste très immobile, on en prend la mesure. Parce que bouger trop vite pourrait briser le peu de certitude que l'on a réussi à conserver. Ce que je savais de source sûre, c'est que Robert m'avait mis à l'abri du besoin. Ce n'était pas une surprise pour moi, bien que cela l'eût été pour nos enfants. Robert était un homme discret au sujet de l'argent, pas secret au sens strict, mais réservé de la manière dont les hommes de sa génération l'étaient souvent, élevé dans l'idée que les finances n'étaient pas un sujet de conversation à table. Il avait passé 30 ans à bâtir puis à vendre une entreprise régionale de logistique, réinvestissant soigneusement, vivant modestement ne disant presque rien de tout cela. J'en connaissais les grandes lignes. J'avais signé des documents quand on me le demandait. Je lui faisais entièrement confiance car en 43 ans, il ne m'avait jamais donné de raison de ne pas le faire. Après sa mort, son avocat, un homme prudent nommé William Ashby, qui gérait les affaires commerciales de Robert depuis plus de 15 ans, était venu à la maison pour me guider à travers la succession. Je me souviens clairement de cet après-midi-là. Une lumière grise à travers les fenêtres de la salle à manger. Une tasse de thé que j'ai oublié de boire. La voix mesurée de William lisant des chiffres qui continuaient de devenir plus grands que ce que j'avais prévu. À la fin, j'ai compris que Robert m'avait laissé environ 44 millions de dollars répartis dans des comptes d'investissement, des avoirs immobiliers, une fiducie familiale une police d'assurance vie. William m'avait expliqué la structure avec soin. Le bénéficiaire principal de tout, c'était moi. Les enfants étaient nommés dans un document testamentaire distinct avec des legs spécifiques modestes pour chacun, de quoi être significatif, mais pas de quoi transformer leur vie. Robert avait été délibéré à ce sujet. Il avait dit à William, apparemment, qu'il voulait que Margaret soit protégée d'abord, complètement sans condition. J'avais pleuré quand William me l'avait dit, non pas sous le choc du montant, bien que cela en fît partie, mais en sachant que Robert, même à la fin, pensait à me protéger. Je n'en avais parlé à personne. William m'avait conseillé la discrétion, j'avais suivi son conseil sans trop comprendre pourquoi, au-delà d'un vague instinct qui me soufflait que cette information changerait les choses. Comme cet instinct avait été juste. Désormais, assise dans la cuisine par une froide soirée d'avril avec une tasse de thé que je me souvenais enfin de boire, je commençais à compter ce que le silence m'avait coûté. 2 fêtes de Thanksgiving passées seules. Un jour de Pâques, l'anniversaire de Robert en janvier, que j'avais passé à regarder de vieilles photographies parce que personne n'avait appelé. Des nuits où j'avais décroché le téléphone pour le reposer aussitôt parce que je ne voulais pas avoir l'air désespéré. Des matins où je m'étais demandé sincèrement douloureusement si j'avais échoué d'une manière ou d'une autre en tant que mère, si cette distance était la punition d'une erreur que je ne parvenais pas à identifier. J'avais pleuré mon mari. Et puis, doucement sans cérémonie, j'avais commencé à pleurer mes enfants également. Des enfants vivants, qui avaient simplement décidé que je ne valais pas l'effort. La colère, quand elle est venue, n'était pas bruyante. Elle n'est pas arrivée sous forme de rage. Elle est arrivée sous forme de clarté, une compréhension froide, précise, totalement calme que ce qui m'avait été fait n'était pas acceptable que je n'étais pas obligé de l'encaisser sans conséquence. J'avais 71 ans. J'étais en bonne santé. J'avais des ressources. J'avais le numéro de William Ashby enregistré dans mon téléphone. Et j'avais 43 ans d'observation de Robert prenant des décisions minutieuses délibérées sous la pression. Je n'allais pas vendre cette maison. Je n'allais pas distribuer les actifs par avance pour calmer l'impatience de mes enfants. Et je n'allais pas faire semblant, pour le confort de quiconque, que ces 8 derniers mois n'avaient pas eu lieu. Ce que j'allais faire exigeait de la réflexion. Je ne voulais pas agir sous le coup de la douleur. La douleur rend les gens brouillons je ne pouvais pas me permettre de l'être. J'ai donc pris 10 jours. J'ai marché chaque matin. J'ai lu en soirée. J'ai appelé William Ashby j'ai pris rendez-vous, lui disant seulement que je voulais revoir les documents de la fiducie discuter de quelques questions structurelles. Et je commençais méthodiquement sans colère à élaborer un plan. Le premier élément était l'information. Avant de pouvoir me protéger, je devais comprendre précisément ce que mes enfants savaient, ce qu'ils soupçonnaient de quoi ils étaient capables. Daniel était avocat. Cela faisait de lui le plus dangereux car il comprenait les mécanismes juridiques saurait sur quel levier appuyer s'il décidait de contester la succession. Suzanne était l'architecte sociale des 3, celle qui coordonnait, communiquait gérer les apparences.
Kevin était le plus facile à influencer, le plus susceptible de se laisser guider par Brandy, dont je soupçonnais que l'intérêt pour la succession de Robert avait commencé bien avant les funérailles. 3 enfants, 3 menaces différentes, une mère qui avait cessé de faire semblant de ne pas les voir. J'ai décroché le téléphone, j'ai appelé William Ashby. Le bureau de William Ashby se trouvait au 14e étage d'un immeuble du centre-ville d'Asheville, avec une vue sur les montagnes que Robert avait toujours admirées. J'y étais allé 2 fois du vivant de Robert. Une fois pour signer des documents liés à la vente de l'entreprise, une autre pour une révision de la planification successorale 3 ans avant sa mort. Le bureau sentait le café, le vieux papier. Et William lui-même ressemblait exactement à mes souvenirs, les cheveux argentés, précis dans ses mouvements, avec cette tranquillité particulière d'un homme qui a passé des décennies à écouter les conversations les plus difficiles des autres. Il s'est levé quand je suis entré, m'a serré la main avec ses 2 mains. « Margaret, a-t-il dit, je suis content que vous ayez appelé. » Je me suis assise en face de son bureau, je lui ai tout raconté. Pas les émotions. Celles-là, je les ai gardées pour moi. Mais les faits, 8 mois de quasi-silence, les fêtes manquées, la récurrence des questions de chaque enfant sur le testament, la maison, l'avenir, les faux fuyants de Daniel, la pression à peine voilée de Suzanne pour vendre, la question ciblée de Kevin pour savoir s'il existait un testament. William écouta sans m'interrompre. Il avait un bloc-notes juridique devant lui, mais il n'écrivit rien avant que j'aie fini. Puis il dit prudemment, « Est-ce que l'un d'entre eux a fait une démarche formelle ? Contacter le tribunal des successions, demander des dossiers, quoi que ce soit de documenté ?» Je ne savais pas, c'était la réponse honnête. Il hocha la tête. « Laissez-moi faire quelques recherches de mon côté. En attendant, je veux vous expliquer quelque chose. » Ce qui suivit fut une conversation de 2 heures à laquelle j'ai pensé de nombreuses fois depuis. William m'expliqua la structure de la fiducie que Robert avait établie, une fiducie vivante révocable devenue irrévocable à la mort de Robert, avec moi comme unique bénéficiaire principal fiduciaire de mon vivant. Les legs individuels des enfants étaient distincts, modestes, déjà distribués. Chacun avait reçu $40 000 dans les 60 jours suivant le décès de Robert, comme spécifié. Cet argent était parti, dépensé ou épargné selon leur propre choix. Tout le reste, les comptes d'investissement, l'immobilier, les produits de l'assurance vie désormais intégrés à la fiducie, m'appartenaient complètement. À moi de gérer, à moi de dépenser, à moi de léguer à ma guise à ma propre mort. Pourrait-il la contester, demandai-je. Il pourrait essayer, dit William, mais la fiducie a été correctement exécutée, attesté notarié. Robert était sain d'esprit, il n'y a eu aucune influence indue. Une contestation serait coûteuse, chronophage, presque certainement vouée à l'échec. Il s'interrompit. Ce qui m'inquiète le plus, Margaret, c'est de savoir si quelqu'un tente de faire pression sur vous de manière informelle pour influencer vos décisions avant qu'une contestation judiciaire ne devienne nécessaire. C'est alors qu'il me dit ce que ses recherches avaient révélé. 3 semaines plus tôt, Daniel avait contacté un avocat spécialisé dans les litiges successoraux à Charlotte, un cabinet expert en contentieux d'héritage. Il n'avait rien déposé, la consultation avait eu lieu, William, par des canaux que je ne comprenais pas entièrement mais auxquels je faisais confiance, l'avait appris. Je restai silencieuse un moment. Daniel avait appelé un avocat spécialisé dans les litiges 2 mois avant de daigner m'appeler pour me demander comment j'allais. Qu'est-ce que cela signifie concrètement, demandai-je. Cela signifie qu'il explore les options, dit William. Cela ne veut pas dire qu'il agira, mais cela signifie qu'il y pense probablement depuis un certain temps. Je rentrai chez moi après cette réunion en empruntant des routes que j'avais parcourues 1000 fois, passant devant la quincaillerie où Robert achetait ses fournitures de jardinage le restaurant où nous prenions notre petit déjeuner le samedi matin depuis 30 ans. Et je sentis s'installer en moi une sensation que je ne peux décrire que comme la fin de l'incertitude. J'avais passé 8 mois à me demander si j'imaginais des choses. Je n'imaginais rien. La preuve arriva 4 jours plus tard. J'avais donné l'autorisation à William de me signaler toute communication concernant la succession, il m'appela un jeudi matin pour m'informer que Suzanne avait contacté le bureau du greffier du comté pour s'enquérir de la procédure de demande de dossier d'homologation. Elle avait donné son nom. C'était documenté. Ils se coordonnaient. J'en étais certaine maintenant. La stratégie de Daniel, Suzanne surveillant les registres publics, Kevin, je le soupçonnais, servant de point de pression émotionnelle,
l'enfant le plus susceptible d'appeler avec des larmes va des supplications une fois que les deux autres auraient cartographié le terrain. Je m'assis dans le bureau de Robert ce soir-là, dans son fauteuil, entouré de ses classeurs, de ses livres va de la lampe de lecture qu'il avait utilisée chaque soir pendant 20 ans. Le point de non-retour, avait dit William. Une fois que je savais, je ne pouvais plus l'ignorer. Et ce que je choisirais de faire ensuite définirait tout ce qui suivrait. J'ouvris le tiroir du bureau va sorti un bloc-notes, une habitude de Robert empruntée par nécessité, je commençais à écrire. Le plan comportait 3 parties j'avais passé 2 semaines à affiner chacune d'elles avec des décisions jusqu'à ce que chaque élément soit propre légalement inattaquable. La première partie était la protection structurelle. William rédigea des amendements à la fiducie qui ajoutaient des clauses explicites sur l'influence indue l'éloignement documenté. Rien de punitif en soi, mais cela constituait un dossier clair prouvant que toute affirmation future du type « elle ne savait pas ce qu'elle faisait » n'aurait aucun fondement. Nous avons également mis à jour mes documents de procuration de soins de santé de mandat d'inaptitude, retirant Daniel de son rôle d'agent désigné et une fonction à laquelle Robert l'avait nommé des années auparavant. Bien avant tout cela pour le remplacer par William lui-même ma plus proche amie, une femme nommée Dorothy Clément, qui était ma voisine depuis 22 ans qui, contrairement à mes enfants, était toujours présente pour moi. La deuxième partie concernait la documentation. J'ai passé 3 soirées à éplucher mes relevés téléphoniques, mes emails un journal de bord que j'avais commencé à tenir en novembre de l'année précédente, j'ai compilé un registre factuel daté de chaque appel non retourné, de chaque fête manquée. De chaque conversation au cours de laquelle l'un de mes enfants avait posé des questions sur l'argent, la maison ou la succession. William a dit que je n'en avais pas besoin pour défendre la fiducie. Je l'ai gardé quand même car je pensais, à juste titre comme la suite l'a prouvé, que le jour viendrait où quelqu'un me dirait que je me souvenais mal des choses. La troisième partie était la plus délibérée celle que j'ai eu le plus de plaisir à exécuter. J'ai demandé à William d'envoyer des lettres officielles à Daniel, Suzanne Kevin. Rien de menaçant, rien d'émotionnel, simplement des courriers d'information les informant que j'avais engagé un conseiller juridique permanent pour la gestion de la succession. Que toutes les futures demandes de renseignements concernant la succession de Robert devaient être adressées au bureau de William, que j'avais mis à jour mes propres documents successoraux, qui seraient disponibles pour examen à mon décès. Les lettres sont parties un mercredi. Dès le vendredi, les 3 téléphones ont sonné. Suzanne appela la première, à 8h15 du matin, une heure à laquelle elle ne m'avait pas appelé depuis plus d'1 an. Sa voix était chaleureuse d'une manière que je connaissais bien car j'avais moi-même utilisé cette chaleur feinte lorsque j'essayais de gérer une situation plutôt que de la vivre. Elle me demanda comment je me sentais. Elle mentionna que ses fils demandaient des nouvelles de grand-mère. Elle dit très négligemment qu'elle avait reçu une lettre d'un certain William Ashby. « C'est mon avocat, dis-je. Il s'occupe de la succession de Robert. » Un silence. « Je ne savais pas que tu avais un avocat, maman. » Robert l'avait depuis 15 ans, dis-je. Je l'ai gardé. Elle me demanda si nous pouvions nous voir bientôt, peut-être pour déjeuner. Je dis que je vérifierai mon calendrier. Nous avons raccroché. Daniel appela cet après-midi-là ne s'embarrassa pas de chaleur. Il est lui-même avocat reconnu une manœuvre juridique dès qu'il la vit. Il me demanda directement si je craignais que la succession soit mal gérée. Je lui dis que non, que c'était précisément pour cela que j'avais une représentation juridique. Il dit que la lettre laissait entendre qu'il avait fait quelque chose de déplacé. Je répondis que la lettre ne laissait rien entendre de tel. Elle établissait simplement un point de contact. Il resta silencieux un moment, puis dit avec une voix d'une platitude calculée, « Maman, j'espère que tu n'as pas reçu de mauvais conseils. » « Je l'espère aussi, dis-je aimablement. Embrasse Patricia pour moi. » Kevin appela ce soir-là en pleurant. Pas la manœuvre calculée de Suzanne ni l'hostilité contrôlée de Daniel. Une détresse sincère, un peu confuse, qui confirma mon soupçon qu'il était celui sur lequel les 2 autres comptaient pour m'atteindre sur le plan émotionnel. Il dit que papa lui manquait. Il dit que je lui manquais. Il dit qu'il avait l'impression que la famille s'effondrait qu'il ne comprenait pas pourquoi. J'écoutais. Je dis que Robert me manquait aussi. Je dis que la famille exigeait des efforts de la part de chacun. Je ne m'excusais pas je ne le rassurais pas au sujet de la succession. Après l'appel de Kevin, les appels cessèrent. Je compris ce qui s'était passé dans les jours suivants, bien que je n'en ai appris les détails que plus tard.
Daniel avait parlé à nouveau à son avocat spécialisé dans les litiges. S'était entendu dire que sans base juridique solide, toute contestation reviendrait à jeter de l'argent au feu. Suzanne avait apparemment suggéré une approche différente, exigeant de la patience de la proximité, le travail lent consistant à rétablir sa présence jusqu'à ce que je baisse ma garde ou que je devienne assez dépendante pour être influencée. Kevin avait simplement été bouleversé, ce qui était tout à fait son genre. Ils reculèrent, pas définitivement, je le savais, mais temporairement pour se regrouper. Et moi, pour la première fois depuis des mois, je ressentis quelque chose que je n'attendais pas, du soulagement. Pas de la victoire. Celle-ci était encore devant nous, si tant est qu'elle arrive. Mais le soulagement spécifique de ne plus avoir de doute sur les personnes auxquelles j'avais affaire. Je me rendis sur la Blue Ridge Parkway un samedi matin. Marcher pendant 2 heures sur un sentier que Robert moi avions parcouru chaque printemps pendant 30 ans. Les montagnes commençaient à changer de couleur. L'air était froid clair. Je mangeais un sandwich préparé à la maison. Bus du café dans un thermos, assise sur un banc d'observation, regardant les nuages défiler sur la crête. Je m'accordais 4 jours. 4 jours pour être tranquille. Pour laisser reposer mon corps. Apaiser mon esprit. Pour me rappeler que je n'étais pas seulement une femme engagée dans un conflit juridique. J'étais une personne. Ce conflit n'était qu'une partie d'une vie que j'avais bien l'intention de continuer à vivre. Le 5e jour, je me remis au travail. La première tentative de tentation vint d'un angle inattendu. Ce fut Kevin qui appela, sans pleurer cette fois, mais calme d'une manière qui portait l'empreinte évidente de Brandy. Il dit que Brandy lui avait discuté, qu'il s'était rendu compte que la distance entre nous avait été de leur faute autant que de celle de n'importe qui d'autre. Il dit que Brandy s'en voulait terriblement de ne pas m'avoir contacté après la mort de papa. Il dit qu'il voulait réparer cela. Et puis, après une pause assez longue pour avoir été répétée, il dit qu'ils avaient pensé à acheter une maison à Asheville pour être plus proche de moi, pour être présent pour moi. Je le laissai finir. Puis je dis, c'est très attentionné, Kevin. Asheville est une ville magnifique. J'espère que le marché immobilier jouera en votre faveur. Un autre silence, plus court cette fois, confus. Nous pensions que tu voudrais peut-être nous aider, maman, puisque la maison ici est plus grande que ce dont tu as besoin que le marché. J'adore ma maison, dis-je. Je ne la vends pas, je ne parlais pas de la maison. Je parlais financièrement. Un prêt peut-être, ou un don. Voilà. Je m'étais demandé combien de temps cela prendrait. Je vais y réfléchir, lui dis-je, ce qui n'était ni un oui ni un non, ce que j'avais appris en 43 ans de mariage comme étant parfois la phrase la plus puissante qui soit. Après avoir raccroché, je m'assis dans le bureau de Robert alors que la lumière de l'après-midi traversait les rideaux. Je ne ressentis rien de dramatique, ni rage, ni blessure, ni vindication, juste un sentiment tranquille de confirmation. Il m'avait montré qu'ils étaient par étapes, chaque étape révélant un peu plus la forme de ce qui se cachait en dessous. À présent, Kevin avait tendu la main, m'avait montré sa paume ouverte. Je pouvais voir qu'elle était vide. Qu'est-ce que je ressentais? Du calme. Spécifiquement, le genre de calme qui vient non pas de l'absence de sentiment, mais de la présence de la clarté. Je n'appelais pas Daniel pour l'avertir que je savais qu'il se coordonnait. Je n'appelais pas Suzanne pour la confronter au sujet de sa démarche auprès du greffier du comté. Je l'ai laissé observer, car observer était tout ce qu'il pouvait faire pour le moment, car chaque pas qu'il faisait vers moi m'en disait un peu plus sur leurs intentions. Je compris durant ces semaines que j'avais besoin de quelque chose que William Ashby ne pouvait pas me fournir. La protection juridique était une chose. L'autre chose, celle qui n'avait rien à voir avec des fiducies, des lettres ou des dossiers de consultation, était simplement de ne pas être seul. Dorothy Clément était mon amie depuis l'année où nous nous étions installés sur Bear Woodland. Elle avait vu grandir nos enfants, avait assisté aux funérailles de Robert, avait déposé une marmite de soupe sur mon porche 3 jours après sa mort sans frapper à la porte ni rien exiger de moi. Elle avait 74 ans, était elle-même veuve, vive d'esprit, amusante, totalement insensible à tout ce qui ne pouvait pas être vérifié par des preuves. Je l'appelai un mardi matin, lui demander si elle voulait marcher. Nous marchâmes pendant 1 heure, puis nous nous assîmes dans sa cuisine pendant qu'elle préparait du café fort. Je lui racontai tout. Pas une version abrégée, la totalité. Depuis le repas de Pâques qui n'avait pas eu lieu jusqu'à la lettre de William, en passant par l'appel de Kevin pour la maison à Asheville. Dorothy écouta comme écoutent les gens bien, sans m'interrompre,
sans se précipiter pour m'offrir du réconfort va sans faire semblant que la situation était moins grave qu'elle ne l'était. Quand j'eus fini, elle posa sa tasse va dit, Robert disait toujours que Daniel était celui dont il fallait se méfier. Il l'a mentionné plus d'une fois. Il ne me l'a jamais dit. Il ne voulait pas t'inquiéter. Elle s'interrompit. Cette information resta suspendue entre nous un moment. Robert l'avait vu assez clairement pour le mentionner à une voisine ne m'en avait rien dit par un instinct de protection que j'aimais en lui tout en regrettant qu'il l'eût suivi. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» demanda Dorothy. Je lui dis. J'avais besoin que quelqu'un ait une vision d'ensemble. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse témoigner, si jamais on en arrivait là, que j'avais toute ma tête des intentions claires tout au long de ce qui allait suivre. Et j'avais besoin de quelqu'un avec qui dîner le vendredi soir, car le chagrin est plus facile à porter quand on ne le porte pas seul. Dorothy accepta les 3 demandes sans hésiter. Au cours des semaines suivantes, j'élargis ce cercle avec précaution. Il y avait mon médecin de famille, la docteure Sandra Okafor, qui était mon médecin depuis 12 ans à qui je demandais de documenter explicitement que j'étais en excellente santé cognitive. Il y avait mon préfet, James Whitfield, qui connaissait notre famille depuis des décennies qui ne fut surpris par rien de ce que je lui racontais. Et il y avait une thérapeute nommée Carol Rigg que William m'avait discrètement recommandée, non pas parce que j'étais en crise, mais parce que, comme le disait William, un dossier professionnel de votre clarté mentale de votre stabilité émotionnelle vaut plus que vous ne le pensez si tout cela est un jour contesté. J'allais chez Carol 2 fois par mois. Je parlais. Elle écoutait poser parfois des questions qui m'obligeaient à réfléchir avant de répondre. Ce fut utile d'une manière que je n'avais pas prévue. Pendant ce temps, les enfants restaient tranquilles, observant, comme je m'y attendais. Je sentais leur surveillance dans le léger retard avec lequel ils retournaient mes messages vocaux, dans la neutralité prudente des SMS occasionnels de Suzanne, dans les appels sporadiques de Kevin qui semblaient conçus pour évaluer plutôt que pour se connecter. Laissez-les regarder, pensais-je. Je n'avais rien à cacher tout à démontrer. Ils vinrent un samedi, début novembre, tous les 3, ce qui m'indiqua que la visite avait été planifiée n'avait rien de spontané. Daniel fit la route depuis Charlotte avec sa femme, Patricia. Suzanne Greg arrivèrent 20 minutes plus tard, ce qui était, je le soupçonnais, une mise en scène intentionnelle, donnant à Daniel le temps de s'installer avant l'arrivée des renforts. Kevin Brandy prirent l'avion depuis Nashville, ce qui représentait un engagement financier suffisant pour que je comprisse immédiatement le sérieux avec lequel il traitait cette réunion. J'avais su qu'il venait. Suzanne avait appelé 3 jours plus tôt pour ce qu'elle présentait comme une suggestion informelle, une réunion de famille, rien de formel, juste pour se reconnecter. Elle avait utilisé ce mot, se reconnecter, avec la voix de quelqu'un qui s'était exercé devant un miroir. J'avais dit oui car refuser aurait été à court de vue. Je voulais voir ce qu'ils avaient préparé. Je voulais les regarder jouer leur partition. Je préparais un gâteau au café le matin de leur venue car je n'allais pas être la femme qui recevait ses enfants avec des plans de travail vides la mâchoire serrée. La maison était chaleureuse, propre sentait la cannelle. Et lorsqu'ils arrivèrent, j'accueillis chacun d'eux avec la même affection mesurée que j'aurais offerte à quiconque dont je n'étais pas sûr. Je pris leur manteau. Je servis du café. Je posais des questions sur le trajet. Pendant la première heure, c'était presque convaincant. Daniel se servit du café parla de l'agrandissement du nouveau bureau de son cabinet. Patricia posa des questions sur mon jardin sembla sincèrement intéressée, ce qui faisait d'elle la personne la plus sympathique de la pièce. Les fils de Suzanne avaient apparemment gagné un match de football, elle le décrivit en détail avec l'animation particulière d'une femme qui se savait observer qui simulait la chaleur humaine en conséquence. Kevin me montra sur son téléphone des photos d'un appartement à Nashville que Brandy lui avait peint eux-mêmes. Brandy souriait aux moments opportuns parlait peu. J'écoutais tout cela, j'apportais les réponses appropriées j'attendis, de la manière dont on attend quand on sait déjà que la conversation va venir qu'il faut simplement la laisser arriver à son propre rythme. Le tournant se produisit lorsque Greg Pollard s'excusa pour aller aux toilettes. Daniel se pencha en avant sur sa chaise dit d'un ton qu'il réservait d'ordinaire aux jurés, « Maman, nous devons parler de la succession. » Nous y voilà. Il le dit avec douceur, je le lui accorde. Il présenta la chose uniquement sous l'angle de l'inquiétude, le vocabulaire de la bienveillance déployé au service d'autre chose. Il dit qu'aucun d'eux n'avait voulu m'importuner pendant mon deuil, mais qu'il s'était inquiété, que la succession était importante compliquée,
que la gérer seul à mon âge était une tâche considérable, qu'il voulait s'impliquer, non pas pour interférer, mais pour m'aider. Il utilisa le mot « aider » 4 fois en 3 minutes, j'ai compté. Suzanne se joignit à lui. Elle dit qu'elle avait fait des lectures sur la gestion des fiducies, ce que je trouvais ironiquement amusant, sachant que ces lectures avaient inclus une visite au bureau du greffier du comté qu'il y avait des questions sur la légitimité des honoraires de William Ashby. Sur la solidité de la stratégie d'investissement, sur l'utilité d'obtenir un second avis auprès d'un conseiller indépendant. Elle avait manifestement préparé ses arguments, elle les présenta avec la fluidité de quelqu'un qui s'était répété dans la voiture tout au long du trajet. Kevin dit doucement qu'il ne voulait pas qu'il m'arrivât quoi que ce soit de fâcheux. Sa voix était sincère. C'était la partie la plus cruelle. Il le pensait vraiment, il s'en servait. Brandy ne dit rien. Elle se tint assise, les mains jointes, m'observa avec une expression de neutralité prudente que je trouvais paradoxalement plus honnête que tout ce que les autres avaient dit. Je l'ai laissé finir. Je me servis lentement une seconde tasse de café, reposai la cafetière sur le chauffe-plat, puis je dis, j'apprécie votre inquiétude. William gère cette succession avec compétence depuis 15 ans, il continuera de le faire. Les investissements sont performants. Je suis en excellente santé, comme mon médecin l'a documenté, je n'apporterai aucun changement à la structure de la fiducie. Daniel dit que ce n'était pas ce qu'il suggérait. Je répondis que je comprenais parfaitement ce qu'il suggérait, que ma réponse restait la même. C'est alors que Suzanne changea de tactique. Le mouvement que j'attendais. Celui qui exigeait plus d'aplomb que les autres, une plus grande exposition émotionnelle qu'elle n'était généralement prête à risquer. Elle dit que ce qui l'inquiétait vraiment, c'était que je semblais isolé, qu'elle craignait que je prenne des décisions sans le bénéfice du point de vue familial, qu'elle se sentait mise à l'écart, que cela la blessait. Ses yeux devinrent légèrement humides, ce qui était soit sincère, soit très bien joué. Je connaissais Suzanne depuis 45 ans, je ne parvenais plus toujours à faire la différence. Tu ne m'as pas appelé depuis 8 mois, dis-je. Sauf quand tu avais besoin de quelque chose. La pièce devint très silencieuse. Le genre de silence qui s'installe lorsqu'une vérité pénètre dans un espace qui a été soigneusement préparé pour le confort des mensonges. Ce n'est pas juste, dit Suzanne. C'est exact, dis-je. J'ai les relevés téléphoniques. J'ai aussi un journal de bord que j'ai commencé à tenir en novembre de l'année dernière, qui consigne chaque appel passé, chaque appel non retourné. Je l'ai tenu méticuleusement parce que je suis une personne minutieuse. Le silence qui suivit cette déclaration fut différent du précédent. Il avait plus de poids. Patricia regarda la table. Greg, qui était revenu des toilettes pendant le discours de Suzanne, regarda sa femme avec une expression suggérant que ce n'était pas la première fois qu'il la voyait tenter d'obtenir quelque chose, revenir les mains vides. Daniel se leva. Sans théâtralité, juste le geste délibéré contrôlé d'un homme qui a décidé que la réunion était terminée, qui entendait être celui qui la concluait. Il dit qu'il espérait que je reconsidérerais l'idée de parler à un conseiller financier indépendant. Il posa sa carte de visite sur la table basse avec un soin qui me parut à la fois absurde, tout à fait conforme à son personnage. Patricia se leva également, me touchant brièvement le bras en passant. Le seul contact qui sembla spontané de toute la matinée. Ils partirent dans les 20 minutes qui suivirent. Kevin s'attarda le plus longtemps, m'enlaça sincèrement à la porte, de la manière dont il m'avait enlacé lorsqu'il avait 7 ans, qu'il était tombé de vélo, qu'il avait besoin de quelque chose de solide à quoi se raccrocher. Ce fut le moment le plus humain de toute la journée. Brandy se tenait 2 pas derrière lui, hocha la tête. Quand la dernière voiture eut quitté Bearwood Lane, je fermai la porte d'entrée, rester un moment dans mon couloir, dans le calme soudain. Puis je m'assis sur les marches du perron, dehors, dans le froid de novembre, je me laissai aller à ressentir les choses. La peur qui s'était tapie sous mon calme toute la matinée, tranquille, persistante, tout à fait rationnelle. Car il n'abandonnait pas. Je savais décoder la dynamique de la pièce assez clairement pour savoir que Daniel était déjà en train de recalculer ses options, que Suzanne ajustait déjà son approche, que Kevin était déjà en train d'être briefé par celui des 2 autres qui avaient le plus d'influence sur lui à ce moment-là. La présentation aimable, les arguments soignés, l'appel émotionnel. Ce n'était que des premiers coups, le genre que l'on joue quand on croit encore que l'autre partie peut être gérée. Ce qui viendrait ensuite serait moins agréable. Je restai assise avec cette peur un moment, puis je fis quelque chose que j'avais appris en observant Robert gérer les choses qui l'effrayaient pendant 43 ans. Je laissai la peur devenir un moteur.
La peur est une information, disait-il toujours. Elle te dit que quelque chose est réel. Et ceci était réel. Mes enfants assis dans mon salon avec leur tasse de café va leur discours répétés, essayant de me convaincre de renoncer au contrôle d'une vie que j'avais mis 7 décennies à bâtir. La peur aiguisa tout. Elle rendit évidentes les étapes suivantes. J'entrai, appelé Dorothy va lui raconter ce qui s'était passé en détail. Puis j'appelais William va lui laisser un message lui demandant de me rappeler dès lundi matin. J'avais été patiente. J'avais tout documenté. Je leur avais donné l'occasion de me montrer qui ils étaient ils s'en étaient saisis à deux mains. Le moment de passer à la phase suivante n'était plus à venir. Il était là. 3 semaines après la visite de novembre, Daniel déposa une requête auprès du tribunal des successions du comté de Buncombe. La requête demandait un examen formalisé de la fiducie de la famille Hargrove au motif d'une prétendue influence indue, affirmant spécifiquement que William Ashby avait exercé un contrôle inapproprié sur mes prises de décision dans les mois qui avaient suivi la mort de Robert. C'était soigneusement formulé, juridiquement sophistiqué selon William, assez mince pour servir de feuille de brouillon. Il sait que cela n'aboutira pas, me dit William, assis en face de moi dans son bureau. C'est de la pression, Margaret. C'est conçu pour rendre le processus assez inconfortable pour que vous capituliez, amendiez la fiducie, fassiez des distributions. Leur donniez quelque chose pour que cela s'arrête. Quelle est notre réponse? Demandai-je. Nous déposons une réponse formelle demandons une audience, dit-il. Et nous apportons tout. L'audience fut fixée à un mardi de début décembre, dans une salle d'audience au 4e étage du palais de justice du comté de Buncombe. Je m'habillais avec soin ce matin-là, d'un tailleur en laine anthracite que j'avais acheté pour le dîner d'anniversaire de l'entreprise de Robert des années auparavant. J'avais l'air, je pense, de ce que j'étais, une femme en pleine possession de ses moyens. William avait préparé les choses méticuleusement. Notre documentation était extraordinaire, 2 ans de relevés financiers montrant une gestion compétente prudente de la fiducie, l'évaluation écrite de la Dr Okafor concernant ma santé cognitive, les notes professionnelles de Carol Rigg, déposées avec mon autorisation. Attestant de ma clarté, de ma stabilité de la chronologie de mes prises de décision, l'affidavit signé de Dorothy décrivant le schéma d'éloignement mon état d'esprit, les relevés téléphoniques, les emails, les entrées de mon journal de bord, chaque appel non retourné. Chaque fête manquée, chaque conversation au cours de laquelle l'argent avait été évoqué avant l'affection. Nous avions également quelque chose que Daniel n'avait pas prévu. William avait obtenu par des voies légales légitimes le compte rendu de la consultation de Daniel avec le cabinet d'avocats de Charlotte. La consultation qui avait eu lieu 2 mois avant que Daniel ne m'envoie ne serait-ce qu'un SMS pour me demander comment j'allais. Ce n'était pas illégal. Ce n'était pas couvert par le secret professionnel puisque Daniel n'avait pas engagé le cabinet. C'était simplement un fait documenté. Mon fils avait cherché comment contester la succession de mon mari avant de daigner demander si sa mère parvenait à dormir la nuit. L'audience ne fut pas longue. Daniel présenta ses arguments par l'intermédiaire de son avocate, une femme sérieuse compétente qui plaida efficacement tira le meilleur parti possible d'éléments manifestement insuffisants. La plainte pour influence indue exigeait de démontrer que je manquais de discernement indépendant, tout ce que nous avions soumis démontrait l'inverse. Mon médecin, ma thérapeute, mon avocat, mon ami, tout était cohérent, documenté daté. William présenta notre réponse avec le calme de quelqu'un qui avait passé des décennies dans des salles exactement comme celle-ci. La juge, une femme méthodique nommée l'honorable Diane Peterson, posa plusieurs questions à l'avocate de Daniel sur les preuves spécifiques étayant sa demande. Les réponses furent vagues car les preuves étaient inexistantes. Puis, la juge Peterson se tourna vers notre documentation. Elle lut à haute voix le compte rendu de la consultation, la date, le nom de Daniel, le nom du cabinet de Charlotte, puis elle posa une question d'une neutralité précise dont je me souviendrai toute ma vie. Maître, pouvez-vous expliquer au tribunal pourquoi le requérant cherchait à engager un litige successoral avant d'avoir fait le moindre effort documenté pour contacter directement la fiduciaire? Il n'y avait pas de bonne réponse à cette question. Daniel, assis derrière son avocate, resta figé. Suzanne, qui était venue en spectatrice se tenait 3 rangs plus arrière, regarda son téléphone. Kevin n'était pas dans la salle d'audience. Il n'avait visiblement pas souhaité assister à cette partie. L'avocate de Daniel demanda une brève suspension de séance. Elle fut accordée. Dans le couloir extérieur,
À travers le panneau vitré de la porte de la salle d'audience, je regardais Daniel va son avocate s'entretenir. Son assurance, qui avait été considérable, s'était fissurée. Je le voyais à la position de ses épaules. L'attitude d'un homme qui avait été certain que le jeu était truqué en sa faveur qui était maintenant en train de recalculer ses chances. À leur retour, son avocate informa le tribunal que le requérant souhaitait retirer sa requête. La juge Peterson dit que le tribunal prenait note du retrait. Je restais parfaitement immobile, regardant droit devant moi. Une fois l'audience terminée la salle vidée, William me serra la main. Dorothy, qui était assise à mes côtés pendant tout ce temps, me serra le bras. Je remerciai le greffier de la juge par habitude, descendis les 4 volets d'escalier sortis dans le froid de décembre. Les montagnes se dessinaient, claires pâles dans la lumière de l'hiver. Je restai un moment sur les marches du palais de justice, respirant l'air froid, sentis quelque chose s'installer définitivement. Pas du triomphe, quelque chose de plus tranquille. La sensation d'un poids long invisible soulevé par le mécanisme simple final de la vérité. Les jours qui suivirent l'audience furent très calmes. Ce calme était différent de celui de l'année précédente. Le silence après la mort de Robert. Le silence des appels non retournés. Le silence des fêtes passées seules. C'était le calme de la résolution. Le calme d'une pièce après qu'une fenêtre a été ouverte que l'air a enfin changé. Daniel n'appela pas. Suzanne n'appela pas. Kevin appela une fois, 3 jours après l'audience, une conversation courte inconfortable qui tourna autour de son propre centre de gravité sans jamais le nommer. Il dit que les choses s'étaient compliquées, qu'il était désolé, qu'il espérait que nous pourrions retrouver le chemin d'une relation. Je dis que je l'espérais aussi. Je le pensais. Nous avons raccroché sans faire de projet. Il y avait des questions pratiques à régler, je les régler avec le même soin méthodique que j'avais apporté à tout le reste. William envoya des courriers officiels de mise à jour à mes 3 enfants dans les 2 semaines suivant l'audience. Les lettres étaient brèves précises. À la lumière de la tentative de contestation judiciaire de la fiducie de la famille Hargrove, j'avais apporté des modifications à mes propres documents testamentaires, les documents régissant la dévolution de la fiducie à ma mort. Les nouveaux documents reflétaient mes volontés actuelles, qui avaient été révisés de manière réfléchie approfondie pour tenir compte de tout ce que j'avais appris sur le caractère les choix de mes enfants au cours des 14 mois précédents. Les termes spécifiques étaient, comme c'était mon droit, entièrement privé. Le fait même de la révision ne l'était pas. Je veux être clair sur ce que ces révisions signifiaient ce qu'elles ne signifiaient pas. Je n'ai pas déshérité mes enfants dans un accès de colère. Ce n'est pas ce qui s'est passé cela n'aurait pas été conforme à ce que je suis ou à ce que Robert aurait voulu. Ce que j'ai fait a été de répartir les parts de manière délibérée sous la direction de William, d'une manière qui reflétait l'engagement démontré plutôt que la proximité biologique. Les personnes qui avaient été présentes, véritablement présentes, non stratégiquement présentes, furent reconnues en conséquence. Les personnes qui avaient traité mon chagrin comme une opportunité furent reconnues en conséquence également. Le calcul était silencieux. Les conséquences étaient réelles. Daniel reçut la lettre de William selon le réseau professionnel de William, ce petit monde interconnecté de la pratique juridique d'Asheville, consulta le cabinet de litige de Charlotte pour la 3e fois. La réponse du cabinet fut apparemment définitive. Sans théorie juridique viable, avec la trace écrite existante documentant le retrait les questions pointues de la juge consignée au dossier, avec la demande d'indemnisation que William avait déposée pour les frais de défense de la fiducie. Toute nouvelle contestation non seulement échouerait, mais accélérerait son propre échec aggraverait les coûts. Daniel ne déposa rien. Ce qu'il fit à la place, je l'appris plus tard progressivement par les informations périphériques qui vous parviennent lorsque vous vivez dans une ville depuis des décennies, fut de faire face aux conséquences professionnelles de ce qui s'était déjà produit. La requête son retrait était de notoriété publique. La communauté juridique du comté de Buncombe n'était pas grande. La question que la juge Peterson avait posée, cette question spécifique dévastatrice sur la chronologie de sa consultation par rapport à ses communications avec moi, avait été entendue par des personnes qui s'en souvenaient. Sa réputation de discernement, qui était la valeur la plus importante pour un plaideur cherchant à développer sa clientèle, s'était fissurée d'une manière qui prendrait du temps à évaluer plus encore à réparer. Il exerçait toujours. On ne lui confiait pas les affaires qu'il avait espérées. Suzanne appela le bureau de William 2 fois en janvier, posant des questions techniques sur la structure de la fiducie.
Des questions qui étaient, nota William, plus spécifiques va mieux informer que celles qu'elle avait posées auparavant, ce qui suggérait qu'elle avait fait des recherches supplémentaires ou engagé quelqu'un pour la conseiller. William répondit à ce qu'il était légalement tenu de répondre refusa d'en dire plus. Elle n'appela pas une troisième fois. Sa propre situation, je l'appris par une connaissance commune en février, c'était compliqué d'une manière qui n'avait rien à voir avec moi. La maison de Hendersonville, cette grande maison bien aménagée que Susan Wagreg avait toujours présentée comme la preuve d'une certaine stabilité, avait été mise en vente. Les pressions financières à l'origine de cette mise en vente n'étaient pas publiques, mais la mise en vente elle-même l'était. La vie qui avait semblé organisée solide s'était apparemment construite sur des bases que Greg n'avait pas pleinement révélées à quiconque, y compris à sa femme. Susan gérait cela comme elle gérait tout, en présentant la chose comme un choix plutôt que comme une nécessité. Je n'en ressentis aucune satisfaction, ou plutôt je ressentis un bref élan humain sur lequel je n'agis pas, puis je le laissai partir, car s'attarder sur les difficultés des autres est une habitude qui corrompt la personne qui s'y adonne. La lettre de Kevin arriva fin janvier. 3 pages manuscrites, prudente va pour l'essentiel honnête, ce qui était plus que ce que j'avais le droit d'espérer va plus que ce que j'avais prévu. Il dit que toute la situation était allée plus loin qu'il ne l'avait compris. Il dit qu'il n'avait pas pleinement saisi avant l'audience la réalité de ce que Daniel avait déposé de ce que cela impliquait à mon sujet. Il dit que Brandy avait joué un rôle plus important dans les premières conversations qu'il ne se l'était avoué. Il dit que je lui manquais. Je lus la lettre 2 fois la ranger dans le tiroir du bureau sous la photo de pêche. En février, je me rendis à Nashville sans m'annoncer. Kevin m'ouvrit la porte en vieux sweatshirt, sans préparation, son visage passa par 4 expressions différentes avant de trouver quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Brandy n'était pas à la maison. Nous restâmes assises dans sa cuisine pendant 3 heures, je lui posai des questions directes, il y répondit aussi honnêtement qu'une personne peut répondre sur des choix dont elle n'a pas fini de rendre compte. J'appris la chronologie, la suggestion de Brandy lors des funérailles, l'appel téléphonique familial que Daniel avait organisé dans le mois, le malaise de Kevin tout au long de sa décision de rester aligné malgré tout. J'appris que Susan avait été l'architecte de la recherche d'informations auprès du greffier du comté, ce qui me surprit. J'appris que Daniel avait construit un récit dans lequel William était le méchant lui le protecteur, qu'il y avait cru au moins en partie, ce qui était peut-être la chose la plus humaine la moins excusable de toute cette situation. Au bout de 3 heures, je proposai à Kevin une unique proposition claire, une relation reconstruite depuis le début, conditionnée par l'honnêteté la présence, la succession étant définitivement écartée des sujets de discussion entre nous. S'il voulait cela, j'essaierais. Il dit oui sans hésitation. Je rentrai chez moi le lendemain matin par l'autoroute à travers le Tennessee, m'arrêtant dans un routier où le café était fort, les œufs simples le parking plein de camions se rendant dans des endroits pratiques. Et je m'assis dans un box d'angle pour prendre mon petit déjeuner seul, sentant sans complication que j'avais fait ce qui pouvait être fait laisser ce qui ne pouvait pas l'être. Daniel ne reçut pas une telle visite. Il avait franchi une ligne, avait apposé son nom sur un document juridique qui m'accusait, si indirectement soit-il, d'être trop naïf ou trop affaibli pour gérer mes propres affaires. Et cette ligne, une fois franchie, ne s'efface pas. Les documents successoraux révisés reflétaient clairement cette réalité. Susan ne reçut pas de visite non plus. Sa coordination, ses recherches, sa mise en scène dans mon salon la fille blessée, l'enfant inquiète avait exigé un type de calcul soutenu que je n'étais pas prête à récompenser par de la proximité, quelles que soient les difficultés qu'elle traversait alors. Je ne leur souhaitais aucun mal. Ce n'est pas une posture de générosité. C'est simplement vrai. Mais la distinction entre souhaiter du bien à quelqu'un l'inclure dans sa vie est une distinction que j'avais acquis le droit de faire à 71 ans, selon mes propres termes. La fiducie de la famille Hargrove était intacte. Elle était gérée avec compétence. Elle m'appartenait entièrement sans condition. Par un après-midi d'août de fin février, je m'agenouillai dans le jardin de devant enfoncer des bulbes de tulipes dans une terre encore froide dense à cause de l'hiver. La mangeoire que Robert avait construite en 1987 était pleine d'oiseaux prenant des décisions pratiques sur les graines. Les montagnes étaient d'un bleu-gris au loin. La maison derrière moi était chaleureuse calme. Et à moi. Robert savait ce qu'il faisait en bâtissant cela. Il savait ce qu'il protégeait, pourquoi pour qui. Il s'avéra que, comme je l'avais peut-être toujours su au fond de moi, moi aussi. Le printemps arriva sur Birchwood Land comme il l'avait toujours fait, lentement d'abord, puis tout d'un coup.
Les bulbes de tulipes que j'avais plantées en février percèrent la terre alors qu'il y avait encore du gel le matin. En avril, le jardin de devant était plein de rouge de jaune que je pouvais voir de la fenêtre de la cuisine en préparant mon café. En mars, Dorothy et moi avons rejoint un groupe de randonnée qui se réunissait le mardi matin sur la Blue Ridge Parkway. Nous étions 11, la plupart entre 65 et 78 ans, tous indépendants, la plupart intéressants de la manière spécifique dont ont tendance à l'être les gens qui ont survécu à des vies compliquées. Nous marchions pendant 2 heures puis allions dans un restaurant à Weaverville pour parler encore 1 heure. Ce fut l'activité sociale la plus enrichissante que j'ai eue depuis des années. Je voyageais. Robert et moi avions toujours parlé de l'Irlande, son arrière-grand-mère originaire du comté de Clare ayant fait la traversée en 1902. Nous n'y étions jamais allés. En mai, je réservai 3 semaines, engageai un chauffeur pour l'Ouest, séjourner dans de petits hôtels où les propriétaires vous demandaient où vous alliez plutôt que d'où vous veniez. Je marchais seul sur les falaises de Moé sous une pluie fine, senti avec une plénitude absolue que je vivais une vie, non que j'en gérais une. Dorothy me rejoignit à Dublin pour les 5 derniers jours, nous avons mangé de la très bonne cuisine, marché jusqu'à avoir mal aux pieds, ri de choses dont je ne me souviens plus, mais dont je sais qu'elles étaient sincèrement drôles. Je rentrai à la maison coloniale blanche sur Birwood Lane, auprès de la mangeoire que Robert avait construite, des rapports mensuels de William Ashby montrant une performance régulière de la fiducie, du bilan de santé impeccable de la Dr Okafor. Du cabinet de Carol Rigg où je continuais de me rendre non pas parce que j'avais besoin d'un soutien de crise mais parce que j'appréciais cette heure de réflexion structurée. Kevin appelait le dimanche désormais, 40 minutes plutôt que 9. Brandy lui s'était séparé en juin, calmement. Il semblait redevenir progressivement quelqu'un que je reconnaissais, plus prudent, plus conscient de ce qu'il avait failli jeter. Je ne regrettais pas la limite que j'avais posée. Il l'avait respectée complètement. Quant à Daniel Suzanne, j'appris ce que j'appris de la manière dont on apprend les choses à 71 ans, par la vision périphérique les conversations parfois indiscrètes de connaissances communes. La requête de Daniel son retrait public n'était pas passée inaperçue dans la communauté juridique d'Asheville, un petit monde connecté de manière qu'il n'avait pas pleinement envisagée. Sa réputation de discernement s'était fissurée. Il exerçait toujours. On ne lui confiait pas les affaires qu'il avait espérées. Le mariage de Suzanne Greg, qui avait semblé organisé fonctionnel, s'était avéré s'être construit autour de pressions financières que Greg ne partageait pas avec elle. En septembre, ils avaient mis en vente la maison de Andersonville, non par choix, mais par nécessité. J'ignorais où ils prévoyaient de s'installer. Je ne posais pas la question. Je n'avais pas souhaité de difficultés à mes enfants. J'avais seulement décliné de les protéger des conséquences de leur propre choix. La différence est de taille, même si je comprends pourquoi elle n'apparaît pas toujours ainsi de l'extérieur. En octobre, William me dit au cours d'un dîner que, en 30 ans de pratique, il n'avait jamais vu la documentation d'un client plus complète ni un calme plus constant. Je le reçus comme un compliment aussi comme quelque chose que Robert aurait formulé avec d'autres mots. Il ne m'avait pas seulement laissé de l'argent, mais le modèle de ce à quoi ressemblait une gestion prudente, honnête patiente des choses compliquées. Par un jeudi soir de novembre, je m'assis dans son fauteuil, dans le bureau, avec un verre de vin un livre sur lequel je ne me concentrais qu'à moitié, je me dis, c'est une belle vie. Pas facile. Pas exempte de pertes, mais belle. Sincèrement, substantiellement, incontestablement belle. Dehors, le magnolia avait perdu toutes ses feuilles. Les montagnes avaient pris une teinte bleu-gris dans la distance hivernale. Je tournais une page. Qu'auriez-vous fait si les téléphones s'étaient tus après votre plus grande perte n'avaient recommencé à sonner que lorsqu'il y avait quelque chose à gagner? Qu'auriez-vous choisi? Laissez votre réponse ci-dessous. Je vous remercie sincèrement d'être resté avec moi.